Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Sainte-Anne, Karukeraland. Le parc Karucoco vous accueille pour des moments de détente, de sensations, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Karucoco, impasse des Sapotilles, route de Delair à Sainte-Anne. Karukeraland, c'est aussi Karucoco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Nouvelle-Calédonie, actualité. L'Union des groupements des parents d'élèves manifestait ce matin devant les institutions pour le manque d'affectation de certains jeunes. Le vice-rectorat assure que la situation de chacun sera réglée. Le prix de l'électricité va augmenter pour certains foyers. Le gouvernement du pays l'a décidé lors de sa séance hebdomadaire aujourd'hui. L'Avenir en confiance a voté contre et déclare que cette décision va encore pénaliser les Calédoniens. Pour en parler ce soir, le président de l'UFC Que Choisir, Gilles Verny. Et enfin, les jeunes de l'IFU rénovent les citernes d'eau. Objectif, la réhabilitation, anticiper le manque d'eau et aussi éviter le gaspillage. Nous avons suivi l'association Cheng et Cheng lors de la réhabilitation d'une citerne d'eau datant du siècle dernier à la tribu de Tchapout. Je vous le disais en titre, l'UGPE était mobilisé ce matin devant le Congrès et le gouvernement. Objectif, interpeller les élus sur 9 points de revendication. Harcèlement scolaire, protocole sanitaire, langue kanak, emploi local ou encore le manque de place dans les établissements scolaires pour une trentaine d'élèves. À cette occasion, une délégation a été reçue ce matin au Congrès par Wali Waecha, vice-présidente de la commission de l'enseignement. L'UGPE a appris que tous les élèves auraient finalement une place attribuée par les services du vice-rectorat. Information déclarée également dans un communiqué aujourd'hui. La délégation s'est ensuite dirigée vers le gouvernement afin de rencontrer les élus. On écoute Florinda Nirikani, membre de l'UGPE. Demain, on va s'atteler à appeler les parents pour juste vérifier que tout le monde n'a été placé parce que de ce que le vice-recteur dit, il en manque une dizaine sur notre liste, mais tout le reste en fait ont été placés. Donc à charge à nous, l'UGPE, de vérifier que les enfants, que les parents, enfin en tout cas que les élèves ont bien trouvé une place à 5 semaines de la rentrée. Les délégations ont été reçues par le congrès de la Nouvelle-Calédonie et aussi une équipe du gouvernement, du cabinet du président Louis Mapou. Donc les échanges en fait ont été quand même, on va dire, il y a eu beaucoup d'échanges, des suites aussi à donner. Donc là les personnes qui ont reçu la délégation ont bien pris note de ce qu'attend l'UGPE. Et c'est vrai que l'Union des groupements des parents d'élèves, c'est quand même plus de 30 ans d'existence, donc avec des problématiques qui sont quand même récurrentes. Mais on a espoir quand même que cela puisse changer. Voilà des propos recueillis par nos journalistes du Sud. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a mis en place un dispositif de variation automatique et plafonné des tarifs de l'électricité. En clair, le prix de l'électricité va augmenter, mais pas pour tout le monde. Les membres de l'Avenir en confiance, par communiqué, ont déclaré qu'ils ont voté contre et que, je cite, la majorité indépendantiste viennent une nouvelle fois de pénaliser les consommateurs de la Nouvelle-Calédonie. Mathurin Derel est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir Élise. Alors le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a annoncé une hausse du prix de l'électricité pour éviter la cessation de paiement d'Enercal. Alors comment en sommes-nous arrivés là ? Alors il faut tout d'abord rappeler qu'Enercal est le gestionnaire du système électrique calédonien et que la précarité de sa situation financière est loin d'être nouvelle. Dans le dernier rapport d'activité d'Enercal, donc pour l'année 2021, Thierry Santa, qui était alors président du gouvernement, souligne que la société assume un rôle de banquier du système électrique.
Plus loin, il ajoute qu'il conviendra d'inscrire une réforme du système électrique et du modèle tarifaire sur les bases des recommandations de la CRE, donc la Commission de régulation de l'énergie. Donc le rapport de la CRE de 2019 soulignait déjà la nécessité de revoir les tarifs à la hausse. Alors donc c'est pas vraiment une surprise pour les élus calédoniens, et les raisons du déficit, pour répondre à votre question, sont nombreux en fait. Les raisons sont nombreuses, et tiennent en grande partie à des décisions politiques. On peut citer par exemple la volonté en fait d'encourager la production photovoltaïque donc des particuliers et des entreprises, donc avec un tarif de rachat particulièrement avantageux et donc qui pénalise Enercal. On peut aussi citer donc les tarifs préférentiels pour les industriels ou les hôteliers, ou encore le dispositif donc mis en place en 2020 en fait pour prendre en charge une partie du coût de l'énergie de la SLN. Mais la principale raison tient en fait au fait qu'Enercal assure le transport de l'électricité qui nécessite des investissements particulièrement importants. Et pour cette activité, le gouvernement est censé verser à Enercal ce qu'on appelle la composante de stabilité, une composante donc qui représente environ un peu plus d'1 milliard par an et qui n'a pas été versée donc à Enercal depuis 2013. Donc c'est donc plutôt normal qu'Enercal soit aujourd'hui à bout de souffle, d'autant que les prix du charbon et du pétrole, donc qui sont les principaux combustibles utilisés au pays pour produire de l'électricité, sont en train de flamber avec la guerre russo-ukrainienne. Alors, Mathieu Andorel, est-ce que tout le monde sera concerné par cette hausse du tarif de l'électricité? Alors non, pas tout le monde. Donc pour éviter de pénaliser les foyers les plus modestes, le gouvernement donc a imaginé une hausse qui concernera donc uniquement les personnes qui disposent d'un abonnement dont la puissance est supérieure à 3,3 kVA. Donc concrètement en fait c'est des tout petits abonnements, c'est-à-dire qu'on peut brancher très peu d'appareils électriques, et les augmentations de prix se feront en 3 temps. Donc dans un premier temps donc au mois d'avril donc de 4%, dans un second temps de 4% toujours au mois d'octobre, donc toujours de cette année, et une dernière augmentation qui est prévue donc en avril 2023 de 3%. Très concrètement, pour une facture d'environ 12 000 francs par mois, ça représentera donc au mois d'octobre une hausse à peu près de 980 francs, et en avril donc 2023 avec la troisième et dernière hausse, ça représentera une augmentation de la facture d'environ 2 000 francs sur une facture de 12 000 francs aujourd'hui. D'accord, merci Mathieu Andorel pour toutes ces précisions. Et pour en parler ce soir, le président de l'UFC Que Choisir, Gilles Vernier, est avec nous depuis nos bureaux de Nouméa. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le gouvernement donc, de la Nouvelle-Calédonie a mis en place cette disposition. Une moitié des foyers calédoniens donc, payeront beaucoup plus en avril donc, de cette année. Alors, pensez-vous que c'est excessif pour cette partie de la population? Je dirais déjà que ce n'est pas la moitié des foyers, parce que le tarif, enfin la puissance recommandée dans ce projet de loi est quand même très faible. Donc je pense que beaucoup de Calédoniens vont quand même être assujettis à cette augmentation. Ça vient, et comme le disait le reportage et du rapport de M. Santa, ça vient que les tarifs de l'électricité sont fixés par le gouvernement. Donc c'est un choix politique, et qu'ils sont en dessous du coût de revient de Enercal. Donc automatiquement, en dehors de d'autres problèmes, automatiquement, Enercal se trouve dans une situation financière désastreuse. C'est un manque de prévoyance de nos différents politiques qui n'ont pas jugé bon, au fil des années, d'augmenter régulièrement l'électricité. On n'en serait pas là si ça avait été fait régulièrement. En plus, il y a un autre problème, c'est que dans l'électricité, vous avez un certain nombre de taxes, et toutes ces taxes sont assujetties à la TGC. Alors mettre une taxe sur une taxe, on a ça en métropole, on a ça ici, on lutte parce que c'est complètement stupide, et ça ne devrait pas exister de mettre une taxe sur une taxe. Donc si on enlevait déjà la TGC sur les taxes existantes, on aurait déjà une baisse du coût de l'électricité pour les consommateurs. Donc c'est une des raisons pour laquelle l'électricité aussi est chère, parce qu'on a des taxes sur des taxes. Et ça, pour nous, c'est quand même pas normal. Voilà. Alors, est-ce que c'est trop demandé aux Calédoniens alors que les prix à la consommation connaissent, on va dire, une faible inflation? On va dire 0,6, mais donc selon vous, ce n'est pas la réalité? Non, la hausse des prix est quand même un peu plus grande. Il suffit de demander aux Calédoniens. Ils ont un ressenti d'augmentation de prix plus importante. Effectivement, on a les statistiques qui sont sorties il y a pas longtemps, 0,6%. Nous, on est appelés régulièrement par nos
nos adhérents et par des gens qui se plaignent de tel ou tel produit à augmenter. Il faut voir aussi une chose, c'est que dans les statistiques de l'INSEE, ils englobent l'essence et ils englobent aussi, je crois qu'ils englobent le carburant, ce qui n'est pas vraiment normal, puisque nous, on calcule que sur des produits de consommation courante et des produits calédoniens la plupart du temps. Et alors que le panel de produits de l'INSEE est un panel national où il y a des produits qui sont aussi en métropole et qui sont très peu utilisés ici. Donc on a une différence de prix évidente. Alors le prix du carburant augmente, le prix de l'électricité aussi, le prix de certains produits. Donc également, la vie devient trop chère en Nouvelle-Calédonie. D'ailleurs, une manifestation va s'organiser demain par l'association citoyenne de Nouvelle-Calédonie contre justement la vie chère. Est-ce que la situation va s'empirer pour les Calédoniens ? Alors oui, enfin, il faut savoir aussi une chose, c'est que le prix du gaz et de l'essence est fixé par décret, c'est au journal officiel, ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour l'électricité. C'est des calculs qui sont différents. Oui, les prix vont augmenter par obligation, puisqu'on a une hausse quand même très significative des matières premières, donc automatiquement, ça se répercutera sur le panier de la ménagère, sur les citoyens calédoniens. Les prix vont augmenter, mais c'est partout, malheureusement, c'est partout. Maintenant, quelles seront les mesures mises en place pour atténuer cette augmentation ? C'est au gouvernement et aux gens chargés de la gestion de ce pays à trouver les bonnes solutions. On en a donné quelques-unes, mais il y en a peut-être d'autres aussi à voir et à discuter. Le problème, c'est qu'il faut pouvoir exprimer des avis de gens qui ont peut-être des idées différentes et qu'on nous écoute. Mais ça, c'est un autre problème. Il nous reste à peu près 1 minute pour parler de votre actualité, donc une actualité qui vous concerne. Votre association connaît également des difficultés aujourd'hui. Alors, quelle est la situation et quelles sont vos propositions aux autorités ? Alors, la situation n'est pas dramatique, mais elle est sérieuse, puisqu'on a été obligé de prendre des décisions quand même assez radicales, c'est-à-dire de changer de local. Moi, je voulais remercier la SIC, parce qu'on a demandé à un bailleur de fonds, un bailleur social, de nous trouver un local où on payait quand même beaucoup moins cher, et ils sont intervenus et ils nous ont trouvé un local où vraiment ils nous font des conditions intéressantes, donc je les remercie. Et puis surtout, c'est qu'on est comme beaucoup d'associations, mais on est particulièrement touché, on n'a pratiquement plus de subventions. C'est-à-dire on n'a plus de subventions du gouvernement, on n'a plus de subventions de certaines provinces, on n'a plus de subventions de certaines mairies. Je comprends que tout le monde est à la même enseigne, mais il faut savoir ce que l'on veut. Si UFC continue son action au profit des consommateurs, donc au profit des Calédoniens, il faut peut-être faire un effort pour les aider. Voilà. Merci. Gilles Vernier, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Dans l'actualité internationale, condamné pour la mort du préfet Erignac, le nationaliste corse Yvan Colonna, le militant indépendantiste a succombé donc à son agression en prison ce lundi. Au pays, le FLNKS l'a décrit comme un militant engagé pour la liberté et l'émancipation de la Corse. C'est la revue de presse préparée par Cédric Thier. Yvan Colonna, le nationaliste pour une Corse libre, est condamné pour l'assassinat du préfet Erignac le 6 février 1998. Après 4 années de cavale sur l'île, il est arrêté dans une bergerie le 4 juillet 2003. Il purgeait sa peine à perpétuité à la maison centrale d'Arles dans le Bouches-du-Rhône, lorsque le 2 mars dernier, il a été frappé et étouffé par un détenu islamiste qui le plongea dans un coma. À Marseille, il succombe à ses blessures 3 semaines plus tard, le 21 mars 2022, à l'âge de ses 61 ans. Dans le courrier international, il met en avant une revue de presse italienne, Corriere della Sera. Les mouvements autonomistes de Corse avaient accusé les autorités françaises de ne pas avoir protégé la vie de Colonna, qui sur l'île est considéré non pas comme un terroriste, mais comme un héros de l'identité locale. Dans le journal Le Monde, M. Macron appelle au calme. Il annonce que des conséquences seront tirées. On doit tous être très vigilants. Un homme est mort. Et je pense que c'est une situation grave. Un rapport a été demandé et des conséquences en seront tirées. On ne peut pas laisser dans nos prisons de tels gestes être commis, a insisté M. Macron. Et pour terminer, dans Le Parisien, les indépendantistes de la Nouvelle-Calédonie portent leur soutien. Pierre Chanel Tutugoro, maire indépendantiste de la commune de Ponirouin, déclare « Le FLNKS apporte son total soutien et ses plus sincères condoléances à sa famille, ses proches et aux militants indépendantistes corses, ainsi qu'à toute l'île de Beauté qui traverse cette douloureuse épreuve. »
Les conférences mensuelles reprennent au Centre culturel Jean-Marie Tjibaou à Nouméa. Depuis 15 ans, l'établissement, imaginé par l'architecte Enzo Piano, aborde des grandes thématiques sociétales de la Nouvelle-Calédonie, histoire, littérature, géopolitique, géographie ou encore anthropologie. Autant de sujets pour comprendre et se questionner sur la société calédonienne. On écoute Guillaume Soulard, interrogé par Michel Pimbé. La ligne directrice du choix des conférences et des conférenciers, c'est la diversité. C'est justement de panacher les sujets tout au long de l'année et puis de donner la parole un peu à tous ceux qui cherchent et réfléchissent et qui sont capables d'alimenter une conférence. Donc vous allez voir cette année, c'est très varié. Organiser des conférences, c'est mettre ce savoir en contact direct avec le public et le cadre d'une conférence est un cadre idéal pour justement partager la connaissance, partager le savoir et aussi les questions. Et souvent, on oublie que la conférence, c'est la parole du conférencier, mais c'est aussi les questions des gens qui sont dans la salle et qui permettent à tout un chacun d'aller creuser des sujets qui parfois peuvent sembler complexes, mais qui pour le coup trouvent l'espace d'une rencontre avec les intelligences des gens dans la salle et l'intelligence des gens sur la scène. Voilà, et pour débuter l'année, le Centre culturel accueillera dès demain Pierre-Christophe Ponce, docteur en géopolitique. Il abordera le sujet de la géographie électorale du pays. Donc le titre de sa conférence est une question, la géographie électorale en Nouvelle-Calédonie, l'impasse référendaire. Voilà, et toujours à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, nous nous intéressons ce soir à la réhabilitation de citernes d'eau. Celle de Tchapout à Lifou date du dernier siècle, construite par les vieux de la tribu. Il faut savoir que sur l'île, avant l'arrivée de l'eau au robinet dans les années 80, des citernes d'eau de pluie permettaient à chaque tribu de l'île d'assurer une réserve d'eau. Nous avons suivi l'association Tching et Tching en plein travaux. Donc un reportage de Faustine Lefranc. On est en train de faire les bétonnières. Oui. Ça pour pouvoir remplir le... En fait, on coule les murs. Waipiloué et ses camarades de Tchapout ont naturellement prêté main forte au chantier de rénovation de la citerne de la tribu. Un chantier d'une durée d'environ 1 mois. Pour eux, c'est l'occasion de se reconnecter aux anciens qui ont construit la citerne il y a 1 siècle. Admiratifs, les jeunes se demandent comment ils ont procédé à l'époque sans les outils d'aujourd'hui. La citerne, là, c'est les vieux, comme ils n'étaient pas nés encore quand les vieux ils ont construit ça. Ils ont utilisé les matériaux comme les pierres, des rochers, voilà, tout ça là, avec du sable. À un moment, on se demandait comment ils ont fait pour creuser. Donc il y a plein d'histoires qui tournent autour. Nous maintenant c'est à la machine ou marteau-piqueur. Mais nos vieux ils ont creusé 4 mètres de profondeur. Pour Bichan Roaezé, artisan et président de l'association Tcheng Tcheng qui gère le chantier, les jeunes de l'île ont beaucoup de savoir-faire en lien avec leur environnement naturel. L'objectif de son association est de valoriser ses compétences tout en sensibilisant à l'importance de préserver les ressources de l'île. Je voudrais que tous les fous rénovent leurs citernes. Parce que la situation actuelle nous montre que bientôt on va arriver à une problématique autour de l'eau. Donc c'est vrai, il y a l'aspect économique, mais en même temps, je pense que la priorité quand même, c'est que nous, on soit bien. Et l'eau, il est très important, donc l'eau, c'est tout, quoi. Et c'est ça l'objectif. Donc là, on montre aux jeunes comment on fait, quelle est ma manière de faire, surtout. Hein. Et bien, des gens posent beaucoup de questions autour de l'eau. On sait que l'eau de Lifou est très calcaire, hein. On le voit dans les bouilloires électriques ou dans... Mais après, comment dire, rénover une citerne, ça a quand même un prix. On espère aussi que nos responsables prennent ça au sérieux, dans le sens où on ne va pas attendre le jour où on va parler de pénurie. Cette année, 3 nouvelles citernes vont être rénovées, à Mou, Dokine et Djououlou, ce qui représente un coût de 5 400 000 francs, pris en charge par la province des îles et l'État. Voilà, c'était le reportage du feuilleton consacré à l'eau. Demain soir, nous suivrons le travail de la commune de Lifou dans l'acheminement et le traitement de l'eau potable.
Et pour refermer cette édition, comment occuper les enfants le mercredi après-midi? Eh bien, l'association PAM pour un avenir meilleur à Moindou a organisé cet après-midi sa première activité avec les enfants. Cette association existe depuis 2 ans, mais a toujours organisé des événements comme les Mardi Gras, les carnavals ou encore Halloween. Au menu cet après-midi, des ateliers peinture, des dessins en préparation pour la Pâques ou encore des jeux de société. Et vous verrez que les enfants apprécient beaucoup plus ce genre d'activité aux écrans. Un reportage de notre journaliste du centre Vanessa Kédé. Elle t'a mangé, c'est Jamie. Ah, ça à qui? C'est à... J'aurais pu te dire. Non, c'est à Linaël. Non, c'est à moi. C'est bon. Si. Non, tu peux pas. Si tu veux manger Linaël, il faut faire 3. Là, tu sors un dada. Sors un autre. Et c'est parti pour une après-midi avec les jeux de société. Ce jeu, Élise le connaît et c'est avec joie qu'elle y joue. Mais de temps en temps, elle ne s'abstient pas et n'hésite surtout pas à imiter les personnages qu'elle a l'habitude de regarder à la télé ou sur un smartphone. 2, 1, 2. J'arrive, mon double. Nous allons ensemble conquérir le monde et tenter de détruire et faire de mes esclaves. Hé, Agnesa, de notre côté à nous, c'est trop la télé là. Là, il y a trop là. C'est doucement. Attention, on va arrêter Netflix. Quand on n'a pas école, quand on est samedi et dimanche, ben, je regarde le téléphone à maman. D'accord, tu regardes quoi sur le téléphone à maman? Des films rigolos, des films drôles, des films que j'ai jamais vus. Il y a des nouveaux films qui sortent par Netflix. Les activités sont diverses et variées. Du dessin pour les grands, la peinture pour les plus petits. Quant à Élise, elle est plus que ravie d'être là et de s'amuser avec ses camarades. C'est génial. Pourquoi? Ici, je joue avec tout le monde et je m'ennuie pas comme à la maison. On a créé donc les mercredis de PAM pour occuper les enfants pendant cet après-midi pédagogique. Donc on les prend de 1h à 17h. Et déjà pour qu'ils soient ensemble, parce qu'ils adorent. En fait, ils se connaissent. Ça fait 2 ans que nous, on a PAM. Donc ils se connaissent, mais comme on fait... Normalement, on fait que les grands événements. Donc Pâques, le carnaval, Halloween. Et là, on a décidé de faire 1 fois par mois et pour qu'ils se retrouvent comme ça. Les thèmes ne sont pas les mêmes pour les mercredis pédagogiques. L'équipe encadrante compte diversifier ses prestations et mettre en place des activités pour sensibiliser les enfants à l'environnement. Le prochain atelier portera donc sur la plantation d'arbres. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.